Bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour aborder le sujet de l'accès aux offres culturelles des publics éloignés. Avant de vous présenter donc nos invités, je tenais à remercier donc Sarah et Anne-Sophie, donc les deux cofondatrices du Festival de la médiation culturelle. Donc la table ronde se déroulera pour le côté un peu logistique en trois temps. D'abord une introduction que je ferai sur le sujet afin de cadrer un peu les termes. Ensuite suivra donc un temps d'échange avec les deux invités que je vais vous présenter dans quelques secondes. Et ensuite on terminera par un temps d'échange, de questions-réponses avec vous tous. Donc c'est à ce moment-là que vous pourrez témoigner à votre tour de votre expérience ou encore questionner ce qui a été dit durant les échanges, que ce soit en allumant votre micro ou votre caméra. On essayera de répondre à toutes les questions le mieux que l'on peut. Euh, je vais vous inviter, si ce n'est pas le cas, il me semble que c'est déjà parfaitement déjà le cas, d'éteindre vos micros et vos caméras pour libérer la bande passante. J'essaie de retrouver les petites, parce que je vous vois plus. Bon, bah, c'est pas très grave. Est-ce que vous, oui, que vous voyez tout. Bon, maintenant que les détails techniques ont été présentés, j'ai le plaisir de vous présenter donc les deux invités pour cette table ronde. C'est Camille Lacroix et Mina Rémy. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, Camille, tu es chargée d'accessibilité universelle, c'est-à-dire tout handicap et social, à la Cité de l'Espace et l'Envol des Pionniers à Toulouse. Ton rôle est de favoriser l'accessibilité de tous les visiteurs, au site comme au contenu et à la programmation culturelle. Il s'agit de proposer de visite une qualité de visite, pardon, à la hauteur du label Tourisme et Handicap et de développer des projets et des partenariats pour faciliter l'accès des publics éloignés. Merci d'être présente aujourd'hui. Mina, tu es quant à toi chargée de médiation culturelle en charge donc des publics du champ social au Centre des Monuments Nationaux à Paris. Au sein du siège, tu travailles en réseau avec les chargés de médiation qui se situent donc en région. Tu as un rôle d'accompagnement et de coordination pour des projets transversaux et la mise en place de partenariats plus larges concernant donc l'action culturelle dans le champ social. Je terminerai par me présenter. Je m'appelle Bérénice Biliès. Je suis médiatrice culturelle indépendante donc basée à Marseille et j'enseigne aussi les stratégies de communication et la méthodologie de gestion de projets culturels au sein de l'université Aix-Marseille dans le département de médiation culturelle. Donc on va démarrer ces échanges avec une courte introduction sur, sur notre sujet, qui est celui des publics éloignés. Donc, dans une société où la culture est souvent présentée comme un droit fondamental, il est assez paradoxal de constater que de nombreux publics restent encore en marge des propositions culturelles. Ces personnes, c'est ce qu'on appelle les publics dits éloignés de la culture. Donc le terme éloigné, il m'était important quand même de souligner que cela ne désigne pas un groupe homogène, mais plutôt une diversité de personnes qui, pour différentes raisons, ne fréquentent pas ou peu les lieux et les offres culturelles. Il y a de nombreux freins qui peuvent expliquer cet éloignement. Ils peuvent être sociaux, comme liés à la précarité, l'exclusion, l'isolement, des freins plutôt culturels et symboliques, quand on ne se sent pas légitime ou pas à sa place plutôt au sein des institutions culturelles. Les freins peuvent être géographiques, notamment en zone rurale ou dans les territoires peu desservis. Peut-être certaines d'entre vous ont assisté à la table ronde de 13 heures qui parlait justement de ces médiations en zone rurale. Donc, ça sera un bon complément. Les freins peuvent être aussi économiques, donc en lien plutôt avec le coût d'entrée des institutions et aussi le coût de déplacement, de transport.
Cela peut être aussi lié à un handicap, qui sont moteur, sensoriel, mental ou psychique. Et enfin, il peut être lié à la barrière linguistique, donc des personnes issues de l'immigration ou des nouveaux arrivants en apprentissage de la langue. Alors, les institutions culturelles ont ce devoir, en tout cas cette envie d'ouvrir leurs portes à une pluralité de publics. C'est une part de leur mission, une grande part de leur mission. Et aujourd'hui, on va surtout s'intéresser, plutôt interroger le comment. C'est comment améliorer l'accès de l'œuvre culturelle au public éloigné. Donc pour cela, on va échanger en trois grandes parties. D'abord, on va étudier les besoins de ces publics dits éloignés. On va essayer de comprendre comment on peut les identifier et comment on peut y répondre convenablement. Ensuite, on parlera de la mise en place de partenariats efficients pour faciliter donc l'accès à l'offre culturelle à tous et à toutes. Et ensuite, pour une troisième partie, plus centrée sur l'apprentissage, la sensibilisation, on va se pencher sur les ressources qui sont aujourd'hui présentes pour se former. Peut-être certains et certains d'entre vous ont cette volonté d'ouvrir plus largement leur programmation, leur offre culturelle à leur public et peut-être se questionnent et souhaitent en savoir davantage. Et aujourd'hui, enfin, les invités vont vous présenter leurs ressources clés pour atteindre cet objectif. Si tout est OK pour vous, je vois qu'il y a encore des personnes qui rentrent. On va commencer avec le premier axe qui est la prise en compte des besoins. C'est comment les identifier et y répondre convenablement. Première question, je me tourne vers Nina. Euh, comment donc identifies-tu, toi, les besoins des publics que tu n'as pas directement parce que tu travailles en réseau, je l'ai évoqué en introduction. Euh, comment peut-être as-tu installé une méthodologie pour identifier les besoins et y répondre convenablement avec les équipes en réseau ou à l'échelle nationale? Merci. Alors effectivement, sur la question de l'identification des besoins, j'ai tendance à essayer de commencer par un point de vigilance sur la nature même des publics qu'on accueille, leur prise en compte, notre connaissance de ces publics et les dangers de la catégorisation. Tu le rappelais en introduction, la catégorie des publics éloignés, c'est une catégorie qui n'a pas d'existence réelle. Les publics ne font pas groupe, ils font groupe par rapport à une faible fréquentation ou une absence de fréquentation de nos lieux culturels. Donc, c'est nous, acteurs culturels, qui les rassemblons en tant que groupe, qui n'est absolument pas homogène, ni en termes de tranche d'âge, ni en termes de maîtrise du français, ni en termes d'habitudes culturelles, de pratiques, de niveau de connaissance de l'histoire, par exemple. Moi qui travaille sur des sites patrimoniaux, c'est des choses voilà, avec des sites patrimoniaux, en tout cas, c'est des choses qui nous intéressent. Donc, c'est cette vigilance à avoir de ne pas forcément, ce qu'on a tendance à faire pour tout un tas de raisons que vous connaissez, je pense, tous et toutes, mais de pas forcément trop catégoriser les publics et de se poser la question de finalement, je reçois un groupe, j'entame un projet avec une structure, qui sont les publics, selon des critères qui vont plutôt être liés à des besoins vis-à-vis de la réponse à mon activité. Est-ce que les publics sont lecteurs? Est-ce que les publics sont rédacteurs? Est-ce que les publics peuvent manier un certain nombre d'activités fines d'art plastique, par exemple, si c'est ce qu'on souhaite leur proposer, etc., etc. Donc ça, c'est la question de la catégorisation des publics. À partir de là, pour en savoir plus sur ces publics, ce qu'on conseille et l'étape peut-être la plus euh, qui démarre en fait ces collaborations, c'est l'échange avec les partenaires qu'on dit du champ social, mais en réalité aussi du médico-social, de la justice, de la santé. C'est important parce que les publics éloignés, on va les accueillir par l'intermédiaire de ces structures, la plupart du temps. C'est d'ailleurs aussi une des autres définitions qu'on peut proposer de ces publics. Euh, Quand on parle de public du champ social, en fait, on parle des structures sociales qui accueillent les publics et qui vont ensuite les accompagner dans nos sites. Cet échange préalable, il est absolument essentiel pour mieux comprendre, en fait, justement, tous ces critères qui font
la définition, le profil des publics qui composent le groupe qu'on va recevoir. Mais ça nous aide aussi à comprendre comment est-ce que la sortie qu'on est en train de préparer pour ces publics va s'inscrire dans un contexte peut-être tout autre que celui qu'on aurait pu imaginer, envisager. Donc ces échanges sont assez essentiels. Parfois, oser poser des questions qui sortent un petit peu du cadre sur le contexte de visite. Est-ce que les publics sont obligés d'être là parce que c'est une sortie obligatoire dans le cadre d'un parcours d'insertion, par exemple, si on travaille avec ce type de structure, ou est-ce que c'est une inscription volontaire, les publics se sont inscrits et c'est une sortie vraiment de temps de loisir. Voilà, ça peut nous permettre d'adapter un petit peu les choses. Euh, Non, non, pardon. je t'en prie. Non, et ensuite, effectivement, une fois ces informations recueillies, l'idée, c'est de pouvoir ensuite adapter une médiation à ces critères, à ces informations qui nous ont été fournies, sans forcément avoir à réinventer. C'est écrit sur le support, effectivement, quelque chose de spécifique. C'est aussi quelque chose qu'on peut le groupe n'étant pas forcément homogène et ne répondant pas à des critères très précis que l'on peut savoir à l'avance et sur lesquels on peut pré-créer une offre vraiment déterminée, ça peut être complètement, c'est même d'ailleurs plutôt conseillé de pouvoir aller piocher dans une programmation à destination des publics familles, à destination d'un public scolaire tout en détournant un petit peu le ton, à destination du grand public, etc., pour ensuite pouvoir répondre au plus près de ce qu'on sait de l'objectif que se fixe la structure qu'on accueille et les publics qu'on accueille également. C'est ce qui est indiqué sur en fait une adaptation plutôt du ton, de la médiation, de son temps, de son format, etc., etc. Ne pas hésiter à détourner un format proposé, pensé à l'origine pour une catégorie de public, pour un groupe qui serait finalement tout autre parce que ben, finalement ça va mieux répondre à un contexte de sortie. Lors de nos échanges, tu m'as notamment parlé d'une fiche méthodologique que tu avais mis en place. Ouais. Peux-tu nous en parler? Parce que je trouvais cet outil extrêmement intéressant. Alors, c'est pas encore en place tout à fait. Ça fait partie d'un projet dont je reparlerai un tout petit peu après, de la co-création d'un kit de ressources pour préparer, juste aider des formateurs en français langue étrangère à préparer des sorties. Projet que certains de mes collègues et moi-même au sein du CMN, on mène avec des professionnels de la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme, les CRIA. Et effectivement, parmi ces outils, on a établi une fiche d'information clé à demander, si on est un site culturel, à demander à une structure qu'on reçoit lors de la prise d'une réservation, lors des premiers échanges téléphoniques ou enfin, en réel, si on se rencontre de cette manière, si on va d'ailleurs à la rencontre des partenaires, ce qui peut être très intéressant aussi de connaître les sites. Ou alors pour aiguiller les structures qui souhaiteraient passer une réservation auprès d'un site culturel et leur donner en fait quelques points d'information à nous formuler, à nous donner, qui leur viendraient peut-être pas à l'esprit finalement parce que c'est pas forcément dans leurs habitudes, ils vont pas forcément identifier ce qui nous est nécessaire pour adapter une médiation. Mais voilà, c'est pour guider un petit peu ces premiers échanges. Donc, c'est une fiche avec un certain nombre de questions sur le profil du groupe, sur leur niveau de langue, sur leur capacité à l'écrit, sur le contexte de la sortie, les objectifs que se fixe la structure sur la sortie. Est-ce que c'est améliorer la convivialité dans un groupe? Est-ce que c'est travailler la pratique du français? Est-ce que c'est Mm. passer un bon moment, tout bêtement? Sur voilà aussi la manière dont ça s'inscrit dans la vie de la structure. Est-ce que c'est une sortie hebdomadaire? Est-ce que c'est une sortie exceptionnelle? Est-ce qu'on souhaite aller sur un projet? Voilà. Et ça, c'est effectivement plutôt un outil pour guider ces premiers échanges dont on a déjà parlé et qui sont vraiment Oui, essentiels. sont essentiels vraiment de déterminer tout le projet de visite pour y répondre de manière le plus adaptée. Camille, est-ce que toi, tu as peut-être un même système, peut-être un protocole interne quand tu reçois une demande ou est-ce que c'est du cas par cas? Quelle est ton expérience vis-à-vis de ça? Jusqu'à maintenant, dans les différents postes que j'ai occupés, où j'étais chargée du public en situation de handicap et public du champ social, c'était effectivement du cas par cas.
Là, actuellement, à la CMSL, donc la Société d'économie mixte qui régit la Cité de l'Espace et l'envol des pionniers, on essaye de développer des procédures de réservation ou en tout cas un certain nombre d'informations qui soient recueillies, un peu comme le disait Mina, hein, au niveau des besoins parce qu'en fait, les demandes sont quotidiennes sur les demandes de visite. Donc, c'est vrai qu'au cas par cas, ça devient du coup des proportions qui sont assez difficiles à gérer. Donc, on essaie de trouver également des dispositifs pour faciliter la prise de contact. Mais comme le dit Mila, en fait, c'est évident, cet échange, il est fondamental parce que dans la prise de contact, si jamais c'est la structure qui prend contact pour formuler déjà cette demande de visite, généralement, ils n'exposent pas forcément leurs besoins euh, ou, euh, ou les caractéristiques de leur groupe. Et c'est vraiment de cet échange, des questions qu'on peut poser, qu'on peut arriver à répondre au mieux et à trouver en fait la formule qui va être le plus adaptée pour ce groupe. Parce que, par exemple, si c'est des personnes qui ne maîtrisent pas trop le français ou qui ne sont pas lecteurs, ben, on ne va pas leur faire les mêmes propositions. Et généralement, c'est lors de l'échange de vive voix, par téléphone ou lors d'une rencontre, qu'on arrive à affiner et à voir parmi toute l'offre qui existe, quels sont les produits qui pourraient convenir. Est-ce qu'il y en a certains qui méritent, qui ont besoin d'une adaptation en termes de temps, enfin en termes à la fois de contenu sur le vocabulaire qui est employé, mais aussi sur le format, au niveau de la durée. Est-ce que voilà, un atelier, une visite qui dure 1 heure, mais en fait, pour des enfants qui ont des troubles de l'attention, ben, c'est peut-être pas pertinent. Donc, il faut essayer d'adapter ce qui existe, mais de le faire sur un format qui convient le mieux. Euh, donc, voilà, il y a cette part d'humain qui est indispensable, mais avec la tentative aussi de se créer, de se doter d'outils qui permettent euh, de faciliter la prise de contact et l'identification de ses besoins, même si je pense qu'on ne pourra pas se passer totalement d'un échange pour être bien sûr d'avoir bien compris le contexte de la visite et les enjeux derrière cette visite. Mm. Là, on a bien évoqué, on va dire, les étapes par lesquelles on peut passer pour identifier les besoins. Maintenant, ça serait peut-être y répondre. On avait noté quelques mots-clés, notamment l'adaptation. Ça, on l'a bien noté. Donc, le temps de visite qu'on peut plus ou moins raccourcir avec des contenus plus ou moins détaillés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être quel, on va dire, approfondissement on souhaite apporter à un propos selon les personnes qu'on a face à soi. Notamment, Camille, tu m'avais dit qu'il n'était pas, enfin, il était pas, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une programmation dite spécifique et que c'est vraiment tout un enjeu de modulation. Et c'est là qu'on va peut-être aussi sensibiliser les équipes de médiation, parce que là, on parle beaucoup des équipes plutôt de la réservation, de l'accueil, pour donc récolter et identifier les besoins. Et ensuite, ça, c'est plus y répondre au niveau de l'offre, euh, Tout notamment à dans fait, c'est exactement ça. Mm, Voilà, donc il y a un travail de formation et de sensibilisation qui est fait chaque année auprès des équipes d'animation, mais aussi d'accueil, de boutique, de restauration également. ouais, En fait, pour tous les agents que les visiteurs sont amenés à croiser au sein des sites, pour essayer de lever peut-être des appréhensions qu'il peut y avoir sur le fait de rencontrer des publics sur lesquels on est peut-être pas forcément très renseigné ou sensibilisé. Donc voilà, c'est une mission aussi qui est organisée en interne de sensibilisation pour que finalement l'accueil se fasse de manière la plus fluide possible et non stigmatisante. C'est-à-dire on n'est pas vraiment, on essaye euh,
de faire une programmation, enfin en tout cas de faire une proposition qui soit universelle. Ça fait partie de l'intitulé de mon poste, c'est vraiment que cette accessibilité-là soit universelle et qu'on ne soit pas sur la distinction par catégorie de public. Mhm. Et on avait aussi évoqué ce passage de la posture donc passive à la posture active et qui peut aider notamment à répondre à des besoins. Par exemple, tu as évoqué des enfants avec des troubles de l'attention, peut-être les mettre dans une posture donc active où on les questionne, ou en tout cas on crée des espaces d'interrogation, d'échange, peut plus les toucher, en tout cas les engager et répondre à ce besoin qui est spécifique et encore une fois, tout en ne les mettant pas dans un cadre fermé, parce que dans un groupe, comme l'a dit Mina, on peut avoir des enfants, si on parle du scolaire, des enfants avec des troubles de l'attention, comme un enfant qui en a pas, un autre qui a d'autres besoins. Et, euh, et c'est important, comme vous l'avez très bien évoqué, de faire évoluer donc notre posture en fonction de la demande. Oui, c'est ça. En fait, dans l'adaptation qui est proposée, c'est de se ménager aussi ces temps d'interaction et d'échange avec le public, puisqu'on est souvent sur un public soit qui n'a pas l'habitude de fréquenter des lieux culturels, qui se sent peut-être pas à sa place, pas légitime, avec voilà, la peur d'évoquer son propre ressenti, de ne pas être suffisamment formé ou expert. Enfin, voilà, tout dépend des classes d'âge évidemment, mais il peut y avoir ce sentiment-là et c'est très important en fait que cette expérience au musée ou dans le lieu culturel soit une expérience positive en fait, qu'ils se sentent bien et qu'ils aient envie de revenir ou d'aller dans d'autres sites, mais en tout cas, que cette expérience soit vraiment positive pour eux. Donc certes, s'ils apprennent des choses, c'est chouette, mais c'est aussi, le rôle enfin, une mission citoyenne en fait, hein, pour, les lieux culturels, de faire que chacun se sente, lié à cette histoire, à ce patrimoine, à cette culture et tout aussi légitime qu'un autre à pouvoir en parler, à pouvoir dire ce qu'il ressent. Et c'est vrai que sur, de nombreuses activités, ou projets sur lesquels j'ai pu travailler, on essaye de ménager ce temps-là, soit, après une visite, soit lors d'un atelier. C'était le cas par exemple avec, des groupes de l'association France Alzheimer, pour lesquels on accueillait donc, des personnes souffrantes de la maladie d'Alzheimer et leurs aidants. Et en fait, ce temps de visite, il était, vraiment dédié à la fois enfin aux 2 personnes, du binôme, pour que l'aidant soit aussi dans un moment où il profite, Mm. où il oublie sa mission, d'aidant et que ce soit vraiment un temps de partage aussi entre ces 2 personnes, hem et qu'à la suite de la visite, ils puissent échanger, partager vraiment sur un pied d'égalité ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, ce qui leur a plu, ce qui leur a moins plu. Voilà, de créer aussi cet espace de dialogue qui est très important. On va évoquer notamment d'autres partenariats pour mettre en image en fait les actions qu'on peut mettre en place pour faciliter l'accès aux offres culturelles pour les publics dits éloignés. Nina, tu voulais rajouter peut-être quelque chose? Juste en d'un mot, mais enfin, juste pour compléter, effectivement, c'est insister sur ce que tu disais, Camille, il y a une forme de responsabilité quand même à accueillir des publics qui viennent peut-être peu dans les lieux, qui ne s'en sentent pas légitimes. C'est pas pour rien, c'est généralement parce que l'institution, le secteur culturel a créé aussi des conditions pour que ces publics créés sur des années évidemment, hein, mais euh, créer les conditions pour que ces publics ne s'y sentent pas forcément à leur place. Donc il y a toujours une part de responsabilité et c'est toujours important de garder ça en tête et de aussi, en tant qu'acteur culturel, peut-être de se dire que nos objectifs, ils sont effectivement de faire en sorte que les publics se sentent bien, se sentent à leur place. Et pas forcément, comme tu le disais, ils peuvent apprendre des choses, mais finalement, c'est peut-être pas ça l'essentiel. C'est peut-être pas l'essentiel non plus que esthétiquement tout leur parle ou des choses comme ça. Souvent, j'aime bien rappeler que c'est aussi important que les publics puissent être en mesure de pouvoir dire qu'ils n'ont pas aimé
quelque chose qu'ils ont vu, du spectacle vivant ou une visite, quelque chose qui leur parle pas, de créer aussi l'espace pour que euh, les publics puissent s'exprimer, qui n'ont pas apprécié quelque chose, une œuvre, etc. C'est en fait, pour pouvoir dire qu'on n'aime pas quelque chose, il faut déjà y avoir eu accès, il faut déjà s'être senti à l'aise et en confiance pour pouvoir le dire. Et ça, c'est pas quelque chose quand on a peu l'habitude de fréquenter des lieux et quand on se sent pas vraiment légitime à être public de la culture, ça peut être compliqué d'exprimer ça. Donc c'est aussi important et c'est aussi important de nous pouvoir le recevoir sans en faire une forme d'échec si les publics n'ont pas forcément aimé les choses. Au contraire, hein, il s'est passé quelque chose, l'échec, il pas dans notre responsabilité et dans la médiation qu'on a prise en place, ça peut être important de le garder en tête aussi pour pas être frustré quand les retours sont peut-être pas ceux qu'on attendait. S'il y a eu de l'interaction dans le groupe, si les personnes ont passé un bon moment, pour tout un tas de raisons qui sont peut-être plus liées à la convivialité, à la météo, au fait de sortir, au fait de changer un peu d'air, bah, c'est déjà des critères de réussite quand même qui sont importants à prendre en compte. Euh, le facteur plus culturel, la médiation, ce qu'on a pu transmettre de notre patrimoine scientifique ou culturel, ça vient aussi à côté, c'est important, mais voilà, c'est peut-être même deux choses un peu différentes. Effectivement, c'est super intéressant d'être dans cette démarche d'optimisation aussi de l'expérience de visite par de l'adaptation du contenu ou du cadre aussi de la médiation qui va répondre à des besoins dits spécifiques. Vous avez évoqué pardon, l'une et l'autre quelques exemples, notamment avec des structures, soit spécialisées, souvent spécialisées, ou des associations. Et justement, ça me permet d'évoquer la deuxième partie, c'est notamment la mise en place donc de partenariats dits efficients, donc on va dire qui ont fait leurs preuves pour faciliter notamment l'accès à l'offre culturelle à tous et à toutes. Et donc ma question, c'est quels sont les partenariats que vous-même avez-vous mis en place ou des collaborations que vous avez établies et notamment les résultats que vous avez observés si c'était des événements passés. Euh, donc, on peut démarrer notamment avec Camille. Euh, Tu veux évoquer Oui. notamment les deux exemples qu'on peut voir actuellement à l'écran? Donc là, il s'agit de projets qui ont été menés lorsque j'étais en poste au Musée des Augustins à Toulouse. Ce sont des projets. Alors, le premier projet, Les Conteurs de Pierre, c'est un projet qui s'est déroulé sur un an, de janvier à novembre 2017, Mhm. avec l'atelier théâtre d'un CATTP, donc un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, de Tonneins, donc un autre département. Donc déjà, on était sur public éloigné, mais à tous les niveaux, là, éloigné géographiquement aussi. C'était un sacré défi. Et en fait, le partenariat est né d'un échange avec l'infirmière psychiatrique qui était en charge de cet atelier théâtre, de la possibilité outre le fait de les accueillir au musée, mais pourquoi pas d'essayer de trouver un objectif commun avec cet atelier théâtre et cette découverte du musée. Oui, finalement, c'est devenu comme objectif de réaliser une visite théâtralisée pour le public du musée. Donc, ce sont les patientes de cet atelier théâtre qui ont travaillé, qui sont venues une fois par mois au musée euh, et qui ont rencontré quasiment tout le personnel du musée. En fait, ils étaient eux-mêmes faisaient partie quasiment du personnel du musée. Les agents de sécurité avaient l'habitude de les voir travailler dans les salles. Ils sont allés au centre de documentation. Ils ont fait leurs propres recherches sur les œuvres qu'ils avaient choisies dans le parcours permanent. Ils avaient carte blanche sur le choix de la déambulation. On les a accueillis, on les a informés sur les métiers qu'il y a dans le musée et l'accès aux sources. Et ensuite, c'était à eux à écrire ce spectacle. Donc, il ne s'agissait pas de contrôler le discours qu'il pouvait y avoir, puisque ne se prenaient pas pour des médiateurs, c'était vraiment une création artistique, théâtrale, autour des œuvres, en leur donnant un accès total, entier,
à toutes les coulisses, les parties du musée qui ne sont pas ouvertes au public, les documents, rencontre avec le conservateur, les différentes spécialités qu'il y a dans le musée. Et ça a donné lieu donc à une représentation qui était complète. C'était 80 personnes, la jauge, pour cette déambulation. Donc un très très gros succès sur cette manifestation. À la fois succès du public, mais aussi très gros succès pour les patients de cet atelier théâtre, puisqu'on a fait un retour en fait sur ce projet. Il y a même eu une table ronde qui a été organisée par le centre hospitalier départemental dont dépend le CATTP de Tonens, justement pour faire un retour sur les bienfaits de ce projet, où il y avait réellement des progrès énormes faits auprès des patients. Alors moi, je ne suis pas du tout du milieu médical, mais c'était très sensible, c'est-à-dire que lors de la première visite, on avait deux personnes qui n'étaient jamais parties de leur village et qui là avaient pris un bus, arrivé à Toulouse, une grande ville, visiter un grand musée. Et donc une personne qui a fait une crise de panique, où on se demandait si elle allait pouvoir rester le temps de la visite ou si vraiment il fallait penser à une solution pour elle parce qu'elle se sentait vraiment pas, euh, comment dire, À l'aise. pas apte à pouvoir rester dans le musée. Et ben cette personne-là, au fil des séances, elle se sentait de plus en plus à l'aise. Elle allait vers nous, vers le personnel du musée. Elle faisait des blagues. Elle circulait très librement dans le musée et même dans son parcours de vie. Enfin, à la fin du projet, il y a eu de nouvelles étapes qui ont été franchies dans son accompagnement thérapeutique où ben, il était envisagé un retour dans l'emploi, d'alléger l'accompagnement qui était fait de manière médicale. Enfin, voilà, là, cette partie-là, je la maîtrise moins, mais le personnel médical, vraiment, dans les retours qu'on a eus dans les mois qui ont suivi et même un petit peu plus tard, puisque c'est des personnes avec qui on est resté en lien, euh, on montrait à quel point ce projet a été un déclencheur très, très positif pour une grande partie des personnes qui participaient à l'atelier. C'est intéressant. On voit bien que dans le premier exemple, donc celui du projet Les Compteurs de Pierre, on passe vraiment de cette posture donc dite passive d'une visite classique à la posture vraiment active et participative. Et on essaie de pallier ce frein qu'on a évoqué en introduction, qui est celui lié à la légitimité. Et le résultat qu'on peut voir, c'est que cette personne dont tu portes le témoignage, ou en tout cas l'expérience, a pu pallier ce sentiment peut-être de malaise, à ne pas savoir pourquoi elle est là, et oui, de pas comprendre son environnement, je suis légitime à être ici, je participe à ce projet et j'ai tout à fait ma place dans cet Là, espace. c'était vraiment un travail en co-construction, hein, c'est un terme qu'on retrouve très souvent, où ce projet, il a été co-construit avec l'équipe thérapeutique. Euh, Parce que ce n'est pas ces visites mensuelles qui ont permis l'achèvement du projet. C'est vraiment tout le travail en amont avec une assistante sociale, avec une infirmière psychiatrique et une psychologue qui ont cadré ce projet pendant toute l'année et qui ont fait ce travail aussi avec les patients à chaque rencontre. Je crois qu'ils se voyaient une fois par semaine pour cet atelier théâtre. Mais il y avait tout ce travail de préparation et de travail sur l'estime de soi. Enfin, de fait, dans un atelier théâtre, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur voilà, l'expression, la prise de parole, la posture. Euh, et, euh, et voilà, ce travail-là, enfin, il n'est possible qu'en co-construction. Parce que précédemment, on parlait de comment accueillir les publics, mais on pensait surtout à des visites uniques, lors d'une visite unique. Mais il y a aussi tout cet éventail-là de possibles via des projets en plusieurs séances où on peut complètement composer
la palette qu'on va se donner, les moyens qu'on se donne. Est-ce qu'il y a une conclusion à ce projet ou pas? C'est pas forcément nécessaire hein, qu'il y ait une conclusion. Euh, mais voilà, c'est vraiment de très beaux projets où là, on a l'adhésion à la fois des participants, de l'équipe de travailleurs médico-sociaux qui accompagnent, de l'équipe du musée aussi qui joue le jeu, hein, enfin, voilà, qui accueille et qui laisse sa place et même une place privilégiée à ces personnes. Effectivement, tu as complètement raison de bien souligner l'importance de créer des liens étroits avec le personnel hospitalier, médico-social, parce que effectivement, c'est des acteurs essentiels dans ces projets plutôt longs, en tout cas sur une année ou en tout cas sur quelques mois, parce qu'il faut créer un lien qui est dans le temps, qui est engageant. Et donc, il est essentiel de s'appuyer aussi, enfin, que ça soit en co-construction, comme tu dis, c'est pas vraiment s'appuyer sur l'un ou l'autre, mais vraiment avancer ensemble. Est-ce que, en quelques mots, tu peux aussi présenter le projet Fenêtre sur cours? Je sais qu'aussi tu as un second projet à venir. Euh, Donc, après. c'était un autre projet au Musée des Augustins en parallèle avec l'exposition temporaire qui s'appelait Fenêtres sur cour, qui était proposée. Là, c'était une collaboration avec l'hôpital de jour Condo, donc un hôpital de jour situé dans Toulouse, via un atelier. Cette fois-ci, c'est l'atelier multi-support, donc un atelier d'expression artistique où on a invité les participants à cet atelier à venir visiter l'exposition temporaire, à échanger autour de cette exposition, des œuvres. On l'évoquait tout à l'heure, du ressenti, de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas trop, ce qui les touche. Il y avait vraiment une grande variété d'œuvres et de courants, enfin de styles artistiques. Donc c'était un très bel outil pour travailler justement sur l'expression artistique. Et donc, les participants de cet atelier ont fait une réinterprétation. Chacun a choisi une œuvre de l'exposition et en a proposé une réinterprétation. Et ce travail donc a été fait au sein de l'hôpital de jour. Lors des séances de l'atelier multisupport, là, on était sur un projet un petit peu plus court dans le temps, euh, grandement piloté donc à l'hôpital de jour, notamment du fait qu'il y avait certaines personnes qui ne pouvaient pas se déplacer qui ne pouvaient pas venir jusqu'au musée. Donc, ça a été aussi l'occasion pour moi d'aller à leur rencontre, de faire du hors les murs. On l'évoquera un petit peu plus tard, mais voilà, ça fait aussi partie de la collaboration, d'aller aussi au sein des structures pour pouvoir permettre des projets et de faire découvrir ces œuvres et que ça puisse devenir un support, un prétexte à des créations et à une valorisation aussi de ces créations, puisqu'on a organisé une exposition au sein du Musée des Augustins lors de la journée des partenaires, où tous les partenariats que nous avions menés dans l'année ont été valorisés lors d'une exposition donc, très variée dans le musée, pour inviter à la fois les personnes enfin, directement créatrices quoi, de ces œuvres, mais aussi leur entourage. Enfin, et c'était ouvert, bien sûr, à tout le monde, mais c'était une occasion de valoriser leur travail auprès de leurs proches aussi. C'est intéressant pour que pour les deux projets, on s'appuie, comme tu l'as très bien dit, mais sur les collections du musée pour une nouvelle création artistique, toujours dans cette dynamique de posture active, collaborative. C'est super intéressant. Je sais qu'il y a un autre projet que tu voulais présenter en quelques mots qui va arriver et qui a eu déjà de très bons retours. C'est ça, voilà. Alors là, c'est donc à la Cité de l'Espace, hein. Là, c'est un projet qui est vraiment créé à l'initiative de la Cité de l'Espace en direction des publics éloignés. Et en s'appuyant là sur un partenaire qui est le réseau Culture du Cœur, qui est un partenaire de longue date de la Cité de l'Espace. Nous nous appuyons en fait sur le réseau d'adhérents de l'association Culture du Cœur, qui touche plus d'une centaine de structures médico-sociales sur le département, afin de proposer cette opération. Là, c'est la deuxième édition du Space Adventure. Donc, c'est 24 heures sous les étoiles. C'est un programme vraiment très privilégié pour des enfants de 6 à 14 ans
Ils sont accueillis toute la journée à la Cité de l'Espace. Tout est pris en charge, c'est entièrement gratuit. On a reçu le soutien de la MGEN, c'est ce qui nous permet de proposer ce type de programme vraiment très spécial avec beaucoup d'animation. Les enfants sont rejoints par leur famille à partir de 18 heures. Ils passent la soirée et la nuit avec nous, avec des observations la nuit. Enfin, vraiment un programme aux petits oignons qui est concocté pour eux. Et là, donc, on propose une deuxième édition. La première avait été un franc succès. On avait pu toucher 80 personnes de familles, donc, qui sans ça ben, ne seraient peut-être pas venues à la Cité de l'Espace. Bon, vous êtes encore une nouvelle réussite pour l'édition 2025 cette année. Merci. Mina, quant à toi, je sais que culture, on parle de culture du cœur, je sais que culture du cœur est aussi un grand partenaire donc de SM, du centre des centres monuments nationaux. Enfin, Oui. as-tu peut-être d'autres partenaires qui vous accompagnent euh, sur des projets comme Camille? Oui, nous, les partenariats que je peux évoquer dans un premier temps, ils sont en fait d'une échelle un peu différente. Moi, je travaille du coup au niveau du siège du réseau du Centre des Monuments Nationaux et une partie de ma mission est d'animer la politique des partenariats nationaux du CMN, donc qui vont être passés avec d'autres réseaux du secteur social, du médico-social, de la justice, de la santé, du milieu associatif, qui ont eux aussi une envergure nationale. L'idée étant de pouvoir poser un cadre de collaboration entre nos deux réseaux, poser les grandes lignes pour en fait faciliter ensuite l'interconnaissance de nos structures locales. Donc, en l'occurrence, un monument nous concernant au CMN et dans le cadre Culture du Cœur qui fait effectivement partie de nos partenaires nationaux, une association départementale Culture du Cœur. L'idée de nos partenariats nationaux, c'est voilà, de vraiment faciliter ces prises de contact locales et de multiplier les possibilités pour les uns et pour les autres de pouvoir rencontrer des interlocuteurs et donc nous, côté monument, de pouvoir avoir, en fonction aussi des implantations régionales, hein, tous les réseaux ne sont pas implantés partout pareil et puis nous non plus, on n'est pas sur toute la France de manière égale, qu'un monument puisse pouvoir contacter plus facilement une antenne locale d'un de nos partenaires. Et donc là, à l'image, on voit un autre de nos partenaires nationaux qui est le Secours populaire français. Je peux citer rapidement les quelques autres, donc le réseau des Francas, Culture du Cœur, la Fédération nationale Habitat Humanisme, le mouvement des régies, depuis peu le groupe SOS Culture et la PHP. Et donc là, l'exemple du Secours populaire, c'est un partenariat, comme je le disais, d'échelle nationale qui nous permet de faciliter les contacts entre des fédérations régionales ou des comités locaux du secours populaire et les monuments pour co-créer des actions à destination des personnes accompagnées par le SPF, en l'occurrence, là, sur l'image qui est ici, des familles en situation de précarité. Ce cadre de partenariat, il nous permet aussi parfois de pouvoir travailler dans le calendrier de nos partenaires, de pouvoir nous à la fois proposer des choses tout au long de l'année, mais aussi quand les partenaires, en l'occurrence le Secours populaire, c'est le cas, a des grands temps forts dans l'année. Pour le Secours populaire, ça va être par exemple pour les vacances d'été ou pour les vacances de Noël. Nous, on peut essayer de travailler avec eux pour répondre à ce besoin et voir comment est-ce qu'on peut, ben, voilà, aussi s'intégrer dans la vie du partenaire et donc dans la vie aussi des publics et proposer quelque chose. Donc là, en l'occurrence, la photo, elle est issue d'une action qu'on a menée sur plusieurs monuments à l'été 2023 avec le Secours populaire dans le cadre de l'été culturel. L'idée, c'était d'accueillir sur une journée des familles qui venaient de plusieurs fédérations départementales proches de nos monuments pour une journée d'activité festive, vraiment conviviale, en plein été, sur le modèle des journées des oublis des vacances que propose le Secours populaire, avec à la fois des visites découvertes, un peu jeu de piste, des ateliers. Là, en l'occurrence, on est à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Il y avait une partie de visite qui était proposée dans la baie puis dans l'abbaye, et des ateliers de dessin avec un intervenant artistique, en l'occurrence le collectif Urban Sketchers, qui venait proposer des ateliers de dessin d'architecture sur le vif.
ce type de projet qu'on peut mener avec nos partenaires. Euh, donc ça, c'est pour une échelle peut-être nationale, et puis évoquer l'échelle locale qui nous concerne aussi au niveau des monuments. Mhm. Euh, Notamment, oui, c'est ça. voilà, les concerts de poche. Transition parfaite. En fait, je prends un exemple vraiment, mais j'aurais pu en prendre beaucoup parce que voilà, il y a 110 monuments, il y a beaucoup de projets qui se font. Il y a les partenariats nationaux qui ruissellent au niveau local sur les monuments. Puis en fait, avec quand même une forte dimension territoriale qu'on rencontre, nous, en tant que site patrimonial et de monument national, il y a beaucoup de partenariats qui sont développés aussi par les monuments à l'échelle locale. Je ne l'ai pas forcément cité avant, mais juste une ligne aparté sur l'opportunité que ça peut représenter d'organiser des temps de rencontre avec les partenaires du territoire. On peut appeler ça des visites de sensibilisation, des visites de formation, des portes ouvertes, etc., des éductours dans le milieu scolaire. C'est des terminologies qu'on retrouve et l'idée, c'est de réunir des relais, des bénévoles, des professionnels de tous les secteurs un temps donné sur son site pour un premier échange, pour se rencontrer, présenter la programmation, mais aussi démystifier un peu l'institution auprès des premiers concernés par l'organisation, enfin, des premières personnes qu'on va en tout cas nous contacter dans l'organisation des sorties, que sont les relais. Et par cet intermédiaire, ça permet aussi de développer son réseau de partenaires territoriaux. Ça peut être fait par l'intermédiaire de Culture du Cœur. Et nous, on s'appuie souvent sur les réseaux de Culture du Cœur pour développer ce type de rencontre. Mais voilà, ça peut se faire aussi en autonomie. Et ça permet de développer voilà, ce réseau partenarial qui peut ensuite permettre d'aboutir à des projets comme celui dont je voulais vous parler, qui concernait le château d'Azel-Rideau, en région Centre-Val de Loire, qui fait partie du réseau du CMN, qui a développé un projet en mai 2024 avec un partenaire culturel, les concerts de poche, à destination de structures sociales de la commune d'Azel-Rideau et je crois je crois que la commune d'Azel-Rideau uniquement, peut-être de communes de l'agglomération, qui était un projet tourné autour de la découverte du château et de la pratique et de la découverte de la musique classique avec le travail pour le coup des concerts de poche et qui a consisté en une série d'ateliers à la fois au sein des structures, comme le disait Camille, effectivement, on a cette double approche qui peut être très intéressante à combiner. Euh, des ateliers au sein de structures locales, des ateliers qui ont eu lieu, de pratiques musicales qui ont eu lieu au sein du château d'Azel-Rideau et en restitution, plutôt en clôture, puisqu'en fait, ce n'était pas vraiment une restitution de ce qui avait été appris, vu pendant les ateliers, l'organisation d'un concert avec une instrumentiste professionnelle au château où les participants ont été invités à revenir, mais aussi des habitants de la commune pour en faire vraiment quelque chose avec une dynamique territoriale assez forte. Voilà, donc ça, c'est un projet qui a été mené l'année dernière, voilà, et qui se reproduit cette année, je crois. Merci Mina. On retiendra de ces partenariats, de ces exemples de partenariats, que ça peut prendre plusieurs formes, notamment l'accueil pour des moments forts au sein des structures et des associations, et aussi la création de projets communs avec restitution avec ouverture au grand public ou aux familles ou aux proches. Je vois les minutes s'égrener. On va euh, faire la dernière partie qui est plutôt consacrée donc aux ressources pour se former, pour les professionnels de la culture qui souhaitent développer donc des projets d'inclusion au sein de leur institution. On va essayer de pas trop déborder, on va essayer de faire ça en 5 bonnes minutes intenses pour avoir encore 5 minutes de questions-réactions. Peut-être qu'on débordera de 5 minutes en plus. Je m'en excuse par avance. Donc, ma question, c'est quels outils recommanderiez-vous donc aux professionnels qui sont actuellement ici et en replay plus tard? Notamment, Mina, tu proposais ces deux documents, ces deux ouvrages. Oui, euh, c'est vraiment des ressources très précises, enfin, pour le coup, des outils qui existent, qui sont accessibles. Le premier, alors qui est celui de droite, qui est le plus ancien, c'est un guide de la médiation culturelle dans le champ social qui a été coordonné par tous bénévoles il y a quelques années, avec un certain nombre d'acteurs associatifs et d'acteurs culturels et patrimoniaux impliqués. Qui est un guide très pratique avec un certain nombre de fiches, des idées d'activités, des ressources, hein, des choses très complètes qui est assez large, qui s'adresse à tous les champs du secteur culturel, tout domaine confondu, et qui s'adresse plutôt
au secteur social, quoique il y a énormément de choses qu'on peut utiliser et exploiter à son compte en tant qu'acteur culturel. Donc, c'est une ressource que j'ai tendance à recommander. Et plus récemment, sur la question de l'accueil des publics en apprentissage du français, le musée du Louvre a coordonné un guide à destination des professionnels qui est paru, je pense, l'année dernière ou en tout début de cette année 25, je ne me souviens plus exactement, qui est très intéressant, très sourcé, très fourni sur notamment l'organisation de l'apprentissage du français langue étrangère dans le secteur, avec les différents contextes dans lesquels ça peut se faire, les différents contextes de ces cours, les différents publics auxquels ils s'adressent, les différentes situations administratives qu'il y a derrière, ce qui est, mine de rien, assez intéressant à comprendre pour mieux savoir quel est le contexte de ces sorties qu'on peut organiser avec ces publics en cours de français. Est-ce que ce sont des bénévoles, des professionnels, etc. Voilà, ça c'est très, très intéressant sur ce champ qui est assez complexe et en perpétuelle évolution récemment. Et ça me permet juste de plus largement, effectivement, conseiller, recommander d'aller, ce qu'on disait un petit peu au début, à la rencontre le plus possible des professionnels ou en tout cas des acteurs des secteurs qu'on cherche à toucher par l'intermédiaire de nos projets de sortie dans le secteur social, médico-social, si possible, essayer de se renseigner sur les réseaux qui peuvent exister au sein de ces domaines et s'il y a des rencontres, s'il y a des forums, s'il y a des choses comme ça, de pouvoir s'y rendre, à la fois pour prendre des contacts, élargir son réseau de partenaires potentiels, mais aussi pour enrichir sa propre compréhension de ce secteur qui souvent est quelque chose d'extrêmement utile pour pouvoir ensuite développer des projets avec eux. Mhm. Euh, Et il me semble que vous voilà. aussi, voilà, Transition, une plateforme pour... Alors, c'est ce qu'on... Ouais, pardon. Je l'évoquais un petit peu au début, dans le cadre d'un projet qu'on porte autour du projet Doc en Stock, donc qui est une plateforme de ressources plutôt à destination des formateurs en français, langue étrangère justement, à destination des publics allophones notamment. Un certain nombre de mes collègues et moi-même, s'est réunis avec des professionnels des CRIA, donc des centres de ressources sur l'illettrisme et l'analphabétisme, pour monter un groupe de travail pour créer un kit de ressources autour de la préparation d'une sortie culturelle avec les apprenants en français, donc plutôt à destination des formateurs, mais qui, quand il sera mis en ligne, parce qu'il ne l'est pas encore, il le sera aux alentours dans un petit mois, je pense, euh, sert quelque chose que je compte pouvoir diffuser plus largement auprès de l'ensemble de nos partenaires, même si ce n'est pas spécifiquement sur les partenaires qui agissent sur l'apprentissage du français. C'est des ressources qui seront assez variées et assez utilisables là aussi de manière différentes en fonction des secteurs et même aussi pour les acteurs culturels. Voilà. Et je vous conseille de manière générale aussi d'aller regarder cette plateforme qui fournit plutôt des ressources donc pour les formateurs en français, mais qui, pareil, regorge d'informations qui peuvent nous être utiles à nous aussi pour un peu augmenter notre connaissance de ce secteur et de ses contraintes, de ses besoins, de ses envies. Non, c'est intéressant comme outil parce qu'on est vraiment adressé donc aussi bien pour les formateurs que pour les professionnels de la culture. Donc on travaille encore dans cette transversalité, cette collaboration qui est essentielle quand on souhaite vraiment favoriser l'accessibilité. Camille, on va terminer avec toi. Quelles ressources recommander? Oui, alors un conseil d'outil qui peut être utilisé auprès des publics éloignés, c'est la mallette pédagogique. Il y a beaucoup d'institutions qui se dotent de ce genre d'outils. Elle est à destination du scolaire en général. Là, les images que vous avez à l'écran, c'est la mallette pédagogique qui a été conçue par le service éducatif du musée Petier à Limoux. On était en pleine pandémie de Covid avec donc interdiction
pour le public de se rendre dans les musées et on n'avait pas du tout d'outils pour amener les collections auprès des gens, des scolaires et du grand public. Donc le souhait a été de concevoir cette mallette comme un outil pédagogique auprès des scolaires, mais de la concevoir comme un outil universel. Encore une fois, je souligne le mot universel, mais que finalement, les jeux, les animations qui sont proposées autour des collections ne s'adressent pas uniquement qu'à un public scolaire. Donc certes, on a des actions qui sont adaptées aux différents niveaux scolaires, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Mais parmi ces cycles, il y a des outils, des animations, des jeux qui peuvent tout à fait être utilisés auprès d'autres, enfin, d'un public qui n'est pas scolaire. Il y a par exemple un jeu de memory, vous l'avez à l'écran, avec des œuvres, des extraits des œuvres du musée, un jeu de cache-cache portrait qui est un jeu d'observation. L'équipe a également conçu un Cluedo, vraiment sur mesure sur le musée. C'est un vol au musée. Il faut retrouver le voleur parmi les différents métiers qu'on peut trouver au musée Petier. Donc voilà, ce sont des outils sur lesquels on peut s'appuyer. Mina le disait, en fait, des fois, on a des choses qui existent, qu'on identifie, qu'on associe à une catégorie de public. Et en fait, il faut aussi se lever ces barrières-là parce que ces outils sont tout à fait adaptés et nous permettent aussi d'aller à la rencontre des publics qui ne peuvent pas se déplacer. C'est le but de cette mallette pédagogique, c'est de toucher des personnes qui ne peuvent pas venir au musée, que ce soit en EHPAD, en milieu carcéral, en hôpital, euh, de leur amener les collections, de les sensibiliser à ces collections. Peut-être que par la suite, ces personnes pourront se déplacer et venir au musée, peut-être pas, mais on essaie de donner des outils, soit avec un médiateur du musée qui va animer une ou plusieurs séances en s'appuyant sur les jeux qui ont été conçus, ou de donner un livret d'accompagnement qui permette au personnel de la structure de s'emparer de cet outil-là, de ce jeu, et voilà, et de faire en sorte que ce soit pas difficile à comprendre et que n'importe qui puisse s'emparer et animer une séance de jeu autour des collections du musée. Donc, très intéressant de ces deux parallèles entre sensibiliser les équipes de l'accueil et de la médiation, même si on l'a évoqué un peu plus tôt, et s'appuyer sur déjà l'existant pour répondre à des besoins et notamment des publics, comme tu dis, qui ne peuvent pas se déplacer. Mm. Merci, je vois les minutes s'égrener, donc merci beaucoup Mina et Camille. Grâce à vous, on a pu vraiment explorer ce que veut dire concrètement aller vers, faire avec et non pas faire pour. On retiendra que vraiment que l'essentiel c'est d'écouter, d'adapter et aussi accepter que parfois on n'arrive pas à créer un lien, mais en fait vraiment euh, mettre l'accent sur l'expérience et aussi la collaboration avec des professionnels, ça c'est très important, avec des professionnels de la santé, du social. Vraiment, merci pour vos interventions, elles étaient particulièrement enrichissants et passionnants. Il reste encore une minute, on va peut-être un peu déborder. N'hésitez pas dès maintenant, si vous souhaitez, poser des questions, réagir, partager votre témoignage en tant que professionnel de la culture, parce que là, on est très axé sur le secteur muséal. Peut-être que certains d'entre vous sont issus plutôt du secteur du spectacle vivant, par exemple. Euh, Peut-être témoigner de votre propre expérience. Vous pouvez activer votre micro ou votre écran si vous le souhaitez. Je vois que quelqu'un a mis. Ok. Manon, bonjour. Est-ce que d'autres personnes entendent? Ah non, ça c'était un peu plus tôt. J'espère que Manon, vous m'avez entendu. Serait-il possible, alors Marie Fernandez, serait-il possible d'avoir un lien vers la mallette pédagogique du musée Pétier? Merci d'avance, Camille. Alors, il n'y a pas de lien pour y accéder, mais il suffit de contacter le musée Petier par téléphone ou alors sur la page Facebook du musée.
J'attire l'attention sur le site internet. Attention, il y a deux sites internet, un qui est animé par une association. Ça n'est pas le site internet du musée. Donc le canal de communication avec le musée, c'est plutôt le téléphone ou la page Facebook du musée. Voilà. Euh, Non, merci, parfait. J'espère que Marie, on répond à votre question. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent peut-être témoigner ou ont des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, je me permets d'intervenir. Plaisir. Bonjour à tous. Donc, je Bonjour. m'appelle Tess et j'ai créé Lilo Médiation il y a déjà 1 an. Donc, moi, je suis médiatrice indépendante sur les publics spécifiques à Lyon, autour du patrimoine. Donc, c'est vraiment pile poil ce dont on est en train de parler. Et bon, on en a discuté un petit peu, mais moi, j'accueille beaucoup de personnes en situation de handicap psychique aussi et des personnes hospitalisées. Et je trouve que la meilleure source, en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour créer des ateliers autour du patrimoine avec ces publics-là, c'est les premiers secours en santé mentale, donc les PSSM. C'est une formation que tout le monde peut faire, hein. C'est comme les premiers secours normaux, sauf que c'est sur la santé mentale. Et, euh, et en fait, une fois qu'on a la formation, on a aussi tout un panel autour de ces sujets-là, avec un livre qui nous permet de revenir de temps en temps sur... ça nous donne un petit peu une image sur tout ce qu'on peut avoir en termes de santé mentale, pathologies différentes, comment les gens peuvent réfléchir, et du coup, nous, comment on peut adapter aussi nos ateliers, nos visites. Et il y a Psycom aussi, qui est un site internet, qui est aussi une association, et qui a plein de ressources sur la santé mentale qui sont super chouettes à utiliser quand on veut travailler avec ces publics. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà connaissance de ces ressources. Merci beaucoup. Juste peut-être que je ne l'ai pas entendu, mais pour la formation que vous avez évoquée en premier lieu, vers quel organisme on doit se tourner? Alors, PSSM, c'est une association française. Ok, Maintenant, ils ont une association. Alors, en fait, c'est australien à la base, mais maintenant, il y a une association française. Et il y a plein de formateurs indépendants dans toutes les villes de France. Donc, il suffit d'aller sur le site de PSSM et on voit toutes les dates avec tous les formateurs qu'on peut avoir dans notre région ou dans notre ville. génial. Ben, merci beaucoup. C'est précieux comme exemple, comme conseil. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont soit des recommandations, comme on vient d'entendre, soit des réactions? Quelques minutes, on peut aller peut-être jusqu'à 35. Bon, je vois que personne se manifeste. Donc, je vais clore cette table ronde officiellement. Encore merci Camille, encore merci Mina pour votre présence et pour vos témoignages, pour la richesse aussi des informations que vous nous avez proposées aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. J'espère que ça vous a intéressé, passionné ou en tout cas ça vous a donné des pistes pour vos pratiques. Vous retrouverez le replay sur les réseaux sociaux donc du festival. Et je vais vous libérer maintenant, mis à part Mina et Camille, que vous pouvez rester connectés encore quelques minutes. Toutes les personnes, alors merci pour toutes, je vois le chat, merci à vous tous. Merci, merci. Euh, voilà, si vous quittez le room, au moins on peut clore la table ronde. Merci à tous. merci.